Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Bekele, mais aujourd'hui, on va parler de lupus. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser d'avance pour le nez bouché, rhume de rentrée. Je pense que vous connaissez bien. Enfin bref, pourquoi faire cette vidéo? Eh bien écoutez, je fais cette vidéo à la demande d'une patiente. Une patiente que j'ai vue récemment et chez qui on a diagnostiqué un lupus. Et donc, après, elle m'a dit, ce serait bien de faire une vidéo sur le sujet, car il n'y a pas grand-chose sur Internet concernant la maladie, en tout cas sur YouTube. Et je me suis dit, bah, écoutez, bonne idée, je vais faire cette vidéo, puis déjà si ça peut lui faire plaisir, mais en plus de ça, si ça peut être utile à d'autres personnes, allons-y, faisons cela. Donc, le lupus, qu'est-ce que c'est? Le lupus, c'est une maladie auto-immune et c'est aussi ce qu'on appelle une maladie de système. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, le côté auto-immun, ça veut dire qu'on a des cellules de l'immunité, c'est-à-dire des cellules de défense de notre corps, qui se retournent contre notre corps. Si on devait faire une analogie ou une métaphore, ce serait comme un coup d'État. Donc l'armée de défense qui se rebelle contre le pouvoir et instaure un nouveau gouvernement, et c'est un petit peu ensuite la catastrophe. Bon, enfin bref, vous l'aurez compris, donc ça c'est l'auto-immunité. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent entrer en jeu là-dedans. Mais on a aussi le côté maladie de système. Et une maladie de système, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie qui va toucher finalement tous les organes. On n'est pas sur une maladie spécifique d'organes. On n'est pas, par exemple, sur une pancréatite ou sur un cancer de la prostate ou sur une autre pathologie d'organes. On est vraiment sur un dérèglement du système immunitaire dans son ensemble qui va du coup toucher le corps entier. Donc, on pourra avoir des symptômes, en tout cas des lésions qui vont entraîner des symptômes sur différentes parties du corps, que ce soit la peau, que ce soit les articulations, que ce soit le cœur, le cerveau, etc. Donc, on va venir juste après sur les symptômes de cette maladie. Pourquoi ce genre de maladie se développe? Alors, il y a plusieurs raisons. On est sur des maladies dites multifactorielles, c'est-à-dire il n'y a pas une cause qui déclenche la maladie, mais on a un ensemble de facteurs qui mélangés amènent à développer ce genre de pathologie. Premièrement, on a la génétique. Donc la génétique, on peut avoir un terrain génétique qui va nous favoriser pour développer ce genre de maladie. Pardon, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un gène bien identifié qui, si une fois muté, est présent, développe la maladie, comme par exemple dans le cas de la mucoviscidose. Non, là, c'est un ensemble de gènes qui prédisposent à la pathologie. Et ces prédispositions génétiques sont souvent, comme dans plein de maladies multifactorielles, problématiques si à cela s'ajoutent des causes environnementales. Ces causes environnementales, quelles sont-elles? On va avoir le soleil via les ultraviolets, et vous allez comprendre un petit peu après quand je vais parler des symptômes. Mais en tout cas, les UV peuvent être problématiques. On peut retrouver aussi le tabac, mais le tabac, on va le retrouver d'ailleurs dans beaucoup de maladies comme un facteur de risque. Certains virus peuvent être aussi facteurs de risque. Un virus assez connu, en tout cas le nom un petit peu barbare va peut-être pas vous parler, le virus Epstein-Barr, et c'est le virus de la mononucléose. Donc à mon avis, vous avez déjà entendu parler de cela. Donc voilà, je vous ai cité quelques exemples de facteurs environnementaux, mais à côté de ça, on va aussi avoir des hormones et surtout des œstrogènes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir une prédisposition féminine pour développer la maladie du lupus. Et à noter, un dernier point qu'on peut citer dans les facteurs environnementaux, en tout cas les facteurs extérieurs, ce sont certains médicaments. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais par exemple, la doxycycline utilisée dans l'acné est identifiée comme un facteur de risque. Mais ça ne veut pas dire, voilà, vous prenez de la doxycycline, vous avez du lupus, encore heureux. Mais comme je l'ai dit, c'est un ensemble mélangé de facteurs de risque. Après, on peut avoir d'autres antibiotiques, comme par exemple le Bactrim ou certaines molécules qu'on va utiliser dans la tuberculose. Enfin bref, il existe beaucoup de molécules qu'on pourrait citer. Donc l'idée, c'est pas de vous faire peur sur tel ou tel médicament, mais c'est que chez certaines personnes, avec un terrain génétique, avec des facteurs de risque environnementaux, une fois mélangés, on peut développer la maladie. Et chez qui du coup cela va être le plus présent? Eh bien, je l'ai dit, chez les femmes, on va quand même avoir 9 femmes pour un homme atteint de la maladie. Donc on a une vraie prédominance féminine de la maladie. Et à côté de ça, si on parle de génétique, eh bien on a des populations qui sont plus à risque de développer la maladie, comme les Afro-Américains et les personnes asiatiques.
Maintenant, on va s'attarder sur les symptômes, car je suis sûr que c'est ce que vous attendez surtout dans cette vidéo. Quels sont les symptômes de cette maladie qu'on entend tout le temps dans les films, séries, le lupus? Alors, je vous ai dit, c'est une maladie de système, donc on va en citer plusieurs des symptômes qui vont toucher différents organes. Ce qui est tout de même le plus connu, ce sont les symptômes qu'on va dire cutaneo-muqueux, donc la peau et les muqueuses. On va avoir ce qu'on appelle le masque du loup. C'est pour ça qu'on dit lupus. Lupus en latin, c'est le loup. Donc, c'est une éruption cutanée. Je vais essayer de vous mettre des photos. Rouge, érythémateuse, souvent en forme de masque de loup au niveau des joues. Mais on peut avoir différents aspects des éruptions cutanées. Des fois, elles sont juste très érythémateuses, mais on peut avoir aussi des aspects très croûteux. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez. Donc, des plaques rouges avec des croûtes, un aspect de sécheresse cutanée très important qui peut faire évoquer, au début, on se dit, c'est quoi cette maladie de la peau? Psoriasis, eczéma très sévère. Et on va avoir ces problèmes de peau qui vont se situer donc sur le visage, mais principalement sur les zones dites photo-exposées, c'est-à-dire qui vont recevoir les ultraviolets, la lumière du soleil. C'est pour ça, je l'avais évoqué d'ailleurs, dans les facteurs de risque. Donc, le visage, le buste à ce niveau-là, les bras, sont des zones où on va pouvoir retrouver ces éruptions cutanées que j'essaye de vous montrer en image, car c'est toujours plus parlant que des mots pour expliquer des lésions de la peau. Après, j'ai parlé aussi d'ulcères au niveau des muqueuses. Effectivement, au niveau de la bouche, par exemple, on peut avoir des ulcérations qui saignent. C'est un signe, un symptôme qu'on peut retrouver dans le lupus. Si on reste sur tout ce qui est cutané ou muqueux, au niveau des cheveux, on peut avoir une perte importante de cheveux, une alopécie. Maintenant, on va partir sur un autre domaine de symptômes, en tout cas un autre secteur, les manifestations articulaires. Comme dans beaucoup de maladies de système, on peut retrouver des atteintes articulaires qui vont se manifester par des arthrites. Et donc, on peut retrouver des articulations qui sont gonflées, qui sont douloureuses, qui sont parfois bloquées, verrouillées le matin et qui présentent finalement tous les symptômes de ce qu'on appelle une arthrite, mais pour le coup, auto-immune. Dans les symptômes qu'on va dire plus généraux, mais qui sont très peu spécifiques de la maladie, on va retrouver la grosse fatigue, mais on peut retrouver aussi la fièvre. Une fièvre sans infection, qui peut être le signe justement de cette maladie inflammatoire. Parfois, cela peut se manifester par des symptômes qui peuvent être d'apparence beaucoup plus graves, car ils vont toucher le cerveau ou le cœur. Donc on peut avoir, par exemple, des délires, voilà, des choses, des symptômes qui vont être de l'ordre finalement de la psychiatrie, mais qui vont être liés à des problèmes, des dérèglements au niveau cérébral. Donc, on peut avoir une démence lupique, enfin, pardon, des délires, donc ce qu'on appelle une psychose. On peut avoir des périodes aussi de confusion. On peut même avoir des convulsions parfois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau peut être atteint, mais aussi le cœur. Le cœur, on peut avoir par exemple une péricardite lupique. Donc, c'est des choses à savoir. C'est des choses à savoir. Ça peut être les prémices, les débuts de la maladie. Ça peut se manifester comme ça chez certaines personnes. Et d'ailleurs, je me souviens d'une confrère, on dit consoeur, qui était atteinte du lupus et qui m'avait expliqué que pour elle, la porte d'entrée justement dans la maladie, c'était ce côté psychiatrique. Ça s'est manifesté initialement par ces symptômes. Après, on va avoir les symptômes qui vont être un petit peu invisibles, mais qui vont finalement être des éléments qu'on va retrouver sur la biologie, c'est-à-dire sur les prises de sang, les analyses d'urine, etc. Donc, on va avoir l'atteinte rénale qui va se manifester par ce qu'on appelle une protéinurie. Donc, en gros, le rein est censé filtrer et il y a des choses qui sont censées ne pas sortir, en particulier certaines protéines. Et du coup, quand on les trouve en excès dans les urines, eh bien, on va parler de protéinurie et ça peut être un élément justement d'atteinte rénale. Le rein ne fonctionne plus correctement. Et d'ailleurs, ça va amener par la suite à faire une ponction de biopsie rénale pour évaluer un petit peu l'atteinte rénale. On va avoir aussi des éléments sur ce qu'on appelle la NFS, la numération de formule sanguine, c'est-à-dire les premiers chiffres que vous voyez sur votre prise de sang en général, globules blancs, globules rouges, etc. On va avoir une leucopénie, c'est-à-dire une baisse des globules blancs qui sont les cellules justement de l'immunité. Après, à retenir, tous les symptômes que j'évoque ne sont pas forcément tous présents. Mais évidemment, on a en général une addition de beaucoup de ces symptômes dans la maladie. Et enfin, plus spécifique, plus spécialisé, on va dire, sur la prise de sang, on va faire des recherches, mais à ce moment-là, plus pour le diagnostic de certains anticorps spécifiques du lupus. Mais là, on est plus dans le cadre de faire le diagnostic. C'est-à-dire, on a les éléments, on va essayer
de confirmer d'autant plus en cherchant certains anticorps très spécifiques de la maladie. Alors, vous allez peut-être me poser maintenant la question, comment faire le diagnostic? Je pense que vous aurez un peu compris, il faut les éléments cliniques, c'est-à-dire les symptômes que j'ai évoqués, en tout cas plusieurs de ces symptômes, associés à des paramètres biologiques, que ce soit les choses que j'ai citées sur la prise de sang, les anticorps spécifiques du lupus, mais à côté de ça aussi, on peut avoir par exemple des biopsies rénales qui vont montrer une atteinte spécifique à la biopsie du rein qu'on retrouve justement dans le lupus. Et tous ces éléments, une fois assemblés, permettent de poser justement le diagnostic. Maintenant, une autre question se pose. Comment soigne-t-on le lupus? Alors, le lupus est une maladie chronique. On ne guérit pas aujourd'hui du lupus, malheureusement, mais en tout cas, on peut contrôler la maladie et son évolution avec un traitement qui est très connu, qui a fait beaucoup de bruit, en tout cas il y a quelques années, si ça vous parle, c'est l'hydroxychloroquine. D'accord? Donc, c'est connu aussi sous le nom de Plaquenil. Ça se prend 2 fois par jour, en général 200 mg le matin, 200 mg le soir. Et c'est le traitement de fond, justement, de la maladie lupique. Après, à côté du traitement de fond, pour stabiliser la maladie, on a les traitements en général des poussées, ou alors le traitement qu'on va mettre au début, justement, au moment de la découverte de la maladie, où en général, on a vraiment des symptômes très importants. Et ces traitements sont les corticoïdes qu'on va mettre quand même à forte dose, au début pour éteindre, entre guillemets, le feu, et après qu'on va diminuer de manière progressive jusqu'à l'arrêt, pour rester uniquement sur l'hydroxychloroquine. Ensuite, il existe des traitements que je n'ai pas cités, qui sont très spécialisés, qui sont les immunothérapies ou les biothérapies qu'on va utiliser dans les lupus sévères, mal contrôlés ou avec des atteintes, par exemple, rénales importantes. Donc, à terme, l'objectif justement du traitement et du suivi de la maladie, c'est d'éviter les complications au long cours du lupus, en particulier une, même si on a envie de tous les éviter, qui est l'atteinte rénale. Et d'ailleurs, en parlant d'atteinte rénale, c'est franchement la biopsie au début justement de la prise en charge qui nous permet de stratifier un petit peu on en est où au niveau des reins et qui va conditionner un petit peu la prise en charge aussi sur le traitement. Après, comme le traitement va souvent induire par exemple des prises de corticoïdes, il faut être très vigilant sur la prévention de certaines choses qui peuvent arriver avec la prise au long cours de corticoïdes, comme l'ostéoporose. Donc, il faut une supplémentation en vitamine D, en calcium. Faire attention aussi à tout ce qui pourrait induire du diabète, car ça peut être un effet secondaire des corticoïdes au long cours. Donc, hygiène de vie, alimentation, essayer de limiter justement les glucides, en tout cas d'une certaine manière, c'est-à-dire il faut en consommer normalement, il ne faut pas être dans l'excès, mais des mesures qui s'appliqueraient même à une personne qui n'a pas de lupus pour éviter justement de développer du diabète. Mais ici, on reste très vigilant. À côté de cela, on fait aussi les vaccins, les mises à jour s'ils n'ont pas été faits, car on va potentiellement prendre des traitements qui sont immunosuppresseurs. Donc attention à faire la mise à jour des vaccins classiques, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, on va avoir les pneumocoques, on peut aussi avoir le vaccin du Zona qui peut être fait si on n'a jamais eu d'infection à la varicelle. Donc, et aussi les hépatite B. Très important parce que justement là, on arrive sur une fragilisation du système immunitaire. Chose que les gens ne savent pas aussi forcément, c'est qu'on va faire un déparasitage avec un traitement qu'on appelle l'ivermectine. Pareil, pour éliminer potentiels parasites qu'il peut y avoir, parce que pareil, on fragilise le système immunitaire, donc on prend vraiment toutes les précautions pour éviter de développer des infections, en tout cas qui peuvent prendre de l'ampleur une fois qu'on baisse l'immunité. Alors, écoutez-moi, je n'ai pas été exhaustif, il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur la maladie, mais je pense que pour une vidéo de première approche, pour connaître, pour comprendre, savoir un petit peu ce que ça implique, je pense que c'est pas mal. Dites-moi un petit peu en commentaire, ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.